Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois je vais vous faire un petit point lecture. La dernière fois ça remonte au 18 juin si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait presque un mois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres lus à vous présenter, quelques BD et quelques albums que je vous montrerai rapidement mais dont je ne vous parlerai pas trop longtemps, mais je vous expliquerai pourquoi. Et je vous montrerai également le livre que je compte commencer aujourd'hui, que je n'ai pas encore commencé, mais si j'ai le temps cet après-midi, j'espère pouvoir m'y plonger. La dernière fois, je vous laissais avec Le Voyage de Simon Morlet de Jack Finney. J'avais tout juste commencé, j'avais lu que 50 pages. J'ai oublié de vous dire que c'est aux éditions de Noël dans la collection Lune d'encre. Donc la dernière fois, j'avais lu que 50 pages, je ne pouvais pas vous en parler énormément puisque j'étais vraiment au tout début et j'avais pas grand chose à vous dire. Alors là, évidemment, je l'ai terminé. Je l'ai chroniqué sur le blog en fin de semaine dernière, donc si vous voulez aller voir la chronique écrite qui sera beaucoup plus détaillée et beaucoup moins brouillonne, je vous invite à aller voir le blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, le voyage de Simon Morlet, ça parle de quoi? Ça parle de voyage dans le temps. C'est de la science-fiction, mais de la science-fiction très légère. Moi, ce que j'aime pas en science-fiction, c'est le côté très scientifique, hyper détaillé, avec des théories très complexes, très difficiles à comprendre. Là, c'est pas le cas. On a des théories scientifiques, mais ça reste, c'est bien abordé, mais ça reste compréhensible. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez vous lancer sans problème. Le voyage de Simon Morlet m'a plu. J'ai aimé ma lecture, mais pas au point d'en faire un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le côté immersif de cette histoire. Sur 530 pages, on voyage, ça c'est le cas de le dire, dans le New York de 1882, l'hiver 1882 exactement. Là, il n'y a pas de souci, les descriptions sont tellement détaillées qu'on ne peut que être immergé dans ce contexte-là, très fort. En fait, le narrateur, qui est Simon Morlet, est artiste dans l'histoire, donc en fait, il a un œil très aiguisé et forcément, c'est son journal intime, et quand il nous parle de ce qu'il voit, il voit beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que nous, on pourrait voir peut-être quand on regarde un immeuble, un mur, etc. Lui, il nous décrit vraiment les choses en profondeur, donc c'est hyper intéressant. On est vraiment implanté dans le décor, mais à côté de ça, il y a un côté un petit peu lourd. L'intrigue peine un petit peu à décoller justement à cause de ces descriptions très nombreuses, très détaillées. Alors j'aime beaucoup quand le contexte est très très fort, quand on voyage vraiment, mais j'aime encore plus quand le contexte est au service d'une intrigue qui bouge un petit peu, et là pour le coup, même si on a une mini enquête, même si on a un petit peu le côté romance, mais vraiment avec de gros guillemets, ça reste quand même assez plan-plan, ça a manqué de dynamisme à mon goût. C'est dommage, puisque c'est super bien écrit, puisque la théorie du voyage dans le temps est super sympa, je vous en dis pas trop, la quatrième de couverture en dit déjà beaucoup, donc je vous invite à ne pas trop la lire si vous voulez garder la surprise. En tout cas, c'est une jolie théorie, presque poétique, presque romantique. Bref, je vous en dis pas trop, mais voilà, l'idée de base était super bonne, l'écriture est bonne, c'est agréable à lire, mais un peu pesant. Voilà, il me manquait un peu de peps, un peu de fun, un petit truc en plus qui aurait fait que cette lecture serait passée de marquante à extraordinaire, inoubliable. J'ai ensuite lu Totem, ils incarnent un peuple, aux ateliers Henri Dougier, donc c'est un collectif dans une nouvelle collection qui s'appelle 1725, et en fait cet ouvrage va sortir au mois d'octobre, donc j'ai eu la chance de le recevoir très en avance et je remercie les ateliers Henri Dougier pour cette belle surprise. Alors Totem, c'est un recueil de 15 témoignages qui mettent en scène 15 personnes de 15 pays, 15 peuples différents, et en fait ces 15 personnes ont des histoires assez insolites. Des choses très amusantes, des choses beaucoup plus sérieuses, on voit des personnes politiques, des restaurateurs, des musiciens, bref, 15 personnes qui ont une histoire à raconter, qui confirment les préjugés qu'on peut avoir sur certains pays ou qui au contraire cassent complètement les codes, et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on fait un tour d'Europe assez large, je peux pas vous raconter tous les 15
témoignages, sinon ça serait trop long. Et puis pour tout vous avouer, même si je les ai tous aimés, il y en a certains qui m'ont plus marqué que d'autres, mais je pense que c'est normal. Celui qui m'a peut-être le plus marqué, j'espère que je vais le retrouver, il s'agit du témoignage de l'Islandais qui s'appelle John Gnar. Alors je ne sais pas du tout comment le dire, puisque le J dans les pays scandinaves, je crois que ça se dit I, mais là, Jon, ça me paraît bof. Et puis à mon avis, c'est le côté islandais de John ou de Jean pour les Français. Voilà, donc John Gnar, je sais pas. Bref, cet homme-là, que je ne connaissais absolument pas avant de lire le témoignage, en fait a été le maire de la ville de Reykjavik de 2010 à 2014, donc c'est très récent. Et en fait, ce qui est très amusant dans ce témoignage, c'est que ce maire-là a été élu un petit peu par hasard, enfin pas par hasard, mais disons qu'il s'y attendait pas vraiment, puisqu'à la base, cet homme-là est pas forcément un homme politique normal, puisqu'il est comique et acteur. Ça m'a beaucoup fait penser un petit peu à l'histoire qu'il y avait eu autour de Coluche il y a quelques dizaines d'années, quand celui-ci avait parlé de se présenter aux élections présidentielles. Alors je ne sais plus si ça a été fait ou s'il comptait seulement le faire, mais en tout cas je pense qu'il avait énormément de gens derrière lui pour le soutenir. Et là c'est la même chose en fait. Ce monsieur John, monsieur Gnar, s'est présenté et a eu un énorme succès. Il a été maire de la ville pendant 4 ans. Il ne s'est pas représenté pour le mandat suivant, mais beaucoup de gens auraient aimé qu'il le fasse. Voilà, donc c'est assez insolite, c'est une personne qui a des idées très particulières sur la politique, qui a fait a priori beaucoup de bien dans la ville de Reykjavik, en tout cas il était très aimé. C'est hyper récent, ça date de 2010-2014, mais j'avais aucune idée qu'un maire islandais avait été comique acteur avant. Voilà, donc c'était le petit truc amusant. L'autre témoignage qui m'a pas mal marqué, mais ça c'est sans surprise, c'est le témoignage qui a trait à l'Irlande. On parle de Martin McGuinness, donc qui est irlandais et qui en fait est actuellement le vice-premier ministre du nord de l'Irlande, qui appartient au Royaume-Uni, pour ceux qui ne connaissent pas trop la scission entre le sud de l'Irlande, qui est la République d'Irlande, et le nord, qui appartient au Royaume-Uni. Voilà, donc en fait, le côté intéressant de ce témoignage, c'est qu'à la base, Martin McGuinness était une figure de tête de l'IRA, donc de l'armée nord-irlandaise, et qu'il a participé plus ou moins activement aux attentats qui ont été perpétrés par l'IRA il y a quelques dizaines d'années, c'est encore assez récent. Voilà, donc c'était vraiment un activiste fort, et en fait maintenant c'est une des figures de tête de la paix entre l'Irlande du Nord et puis l'Angleterre, puisque c'est encore très... La paix a été signée en 2006 je crois, enfin un accord de paix a été signé en 2006, donc l'IRA, les attentats ont cessé ou alors ont vraiment baissé. On n'en entend pas beaucoup parler en France alors que l'Irlande c'est juste à côté, mais il y a vraiment eu des attentats assez terribles. Je sais plus ce que je disais, je suis partie dans tous les sens. Donc oui, c'est un chef de file qui n'a pas, on peut pas dire qu'il ait retourné sa veste, mais disons qu'il est artisan de la paix maintenant, il a évolué, et je pense qu'il a beaucoup d'ennemis, notamment dans ses anciens amis finalement, puisque ceux-ci considèrent que c'est un peu un traître, puisqu'il se met un petit peu du côté de la reine. Je trouve que c'est une figure très intéressante, l'évolution est hyper intéressante, et j'ai vraiment envie d'en savoir plus, sinon sur ce monsieur, au moins sur le conflit nord-irlandais que je ne connais que trop peu, et il faudrait vraiment que je me penche plus là-dessus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les ateliers Henri Dougier ont lancé une collection qui s'appelle Ligne de vie d'un peuple. Vous avez le détail un petit peu en fin. Il y a déjà une quinzaine de titres qui sont parus et au moins une dizaine qui vont paraître. Et en fait, chaque petit ouvrage revient sur l'histoire d'un peuple. Donc évidemment, celui sur les Irlandais est déjà publié, je vais l'acheter, je crois que ça coûte 12 € le titre. Et vous avez vraiment sur tous les sujets, vous avez sur les Inuits, qui doit être super intéressant, vous avez sur les Écossais, les Norvégiens, les Sud-Africains, les Lituaniens, enfin les Brésiliens, je vous cite vraiment au pif. Et dans les titres à paraître, vous avez les Grecs, les Tibétains, les Boliviens, les Amazoniens, les Mexicains. Bref, pas mal de choses à mon avis hyper intéressantes. Je vais commencer par
acheter celui sur les Irlandais et si la formule me plaît, je pense que je compléterai la collection avec d'autres titres, d'autres peuples, puisque même si évidemment l'Irlande c'est le pays qui m'intéresse le plus, je suis très curieuse d'apprendre beaucoup d'autres choses sur d'autres pays. Donc Ligne de vie d'un peuple, ça s'appelle la collection et je vous invite à y jeter un œil si ça vous intéresse également. Je finirai sur ce recueil en disant qu'il est très largement illustré par un monsieur qui s'appelle Gianpaolo Pani. C'est hyper coloré et il y a énormément d'illustrations, au moins 2 ou 3 par témoignage. Alors au début, j'étais pas très fan du coup de crayon, de ces traits très épais noirs, mais le côté coloré à côté de ça m'a fait un petit peu changer d'avis. Alors je dis pas que j'achèterai les tableaux pour les accrocher chez moi, mais ça reste assez agréable et ça illustre assez intelligemment les témoignages. Ensuite, j'ai complètement changé de style puisque j'ai lu La fille de Belle de Sophie Audouin-Mamikonian aux éditions de La Martinière Jeunesse. Et d'ailleurs ce qui est rigolo, c'est que je me suis aperçue qu'en ouvrant le livre que j'avais une petite dédicace de l'auteur qui dit juste « Bienvenue sur Autre Monde, amicalement Sophie Audouin-Mamikonian ». Voilà, donc merci à Sophie Audouin-Mamikonian et aux éditions de La Martinière Jeunesse pour cette jolie surprise, j'avais même pas vu avant d'ouvrir le livre. Donc, on nous dit que La fille de Belle, c'est une histoire qui se passe dans l'univers de Tara Duncan, 450 ans avant Tara Duncan. Donc Tara Duncan, c'est une série à succès qui a eu énormément de succès en France auprès des plus jeunes, puisqu'il y a même un petit dessin animé qui a été créé. Alors je sais pas si ça continue ou si le dessin animé est terminé, en tout cas j'ai eu l'occasion de voir quelques images du dessin animé. C'est vraiment un truc qui a un succès fou. Moi j'ai lu le premier tome il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé l'originalité, bien aimé l'humour, mais j'avais trouvé que ça partait dans tous les sens, c'était très brouillon et pour le coup pas mal jeunesse, donc je m'étais arrêtée au premier tome et j'ai pas lu la suite, je crois qu'il y en a au moins 12 ou 13, si je dis pas de bêtises, en tout cas une dizaine. Moi je me suis arrêtée au premier tome. De Sophie Audouin-Mamikonian, j'ai aussi lu La couleur de l'âme des anges, dans la collection R chez Robert Laffont, et la série Indiana Taylor chez Michel Lafon, que j'ai bien aimé. On a affaire à un jeune homme qui est jeune adulte, qui a 18 ou 19 ans je crois, qui entre à la fac et c'est une histoire de loup-garou. C'est un jeune homme qui malheureusement est né dans une meute, mais il n'a aucune caractéristique du loup-garou, donc il est isolé, il est à part, il a beaucoup de mal à s'adapter. J'ai trouvé que c'était un personnage touchant. Au fil des tomes, j'ai peut-être grandi moi de mon côté, je me suis sentie moins d'affinité avec le héros, j'ai trouvé ça moins bon que le premier tome, mais le premier tome m'avait beaucoup aimé. C'est en 4 volets, c'est terminé. Franchement c'était vraiment pas mal, j'ai un excellent souvenir du premier tome. La fille de Belle, c'est un petit peu sur le même principe que Indiana Taylor. On a affaire à une jeune femme de 20 ans, en tout cas sur la majeure partie du texte, puisqu'en fait on la découvre à sa naissance et puis par ellipse narrative on va arriver jusqu'à sa 20e année. C'est là où on passe le plus de temps. Et en fait la fille de Belle, donc qui s'appelle Isabelle, elle a un petit peu le même souci que Indiana Taylor, c'est-à-dire qu'elle est différente, elle doit s'accepter telle qu'elle est et c'est pas facile. Donc pour vous résumer un petit peu l'histoire, c'est l'histoire de la fille de La Belle et la Bête. Donc pour ceux qui connaissent le Disney ou les versions plus anciennes de Madame de Villeneuve et Madame le Prince de Beaumont, si je dis pas de bêtises, donc les deux femmes qui ont écrit des textes au sujet de La Belle et la Bête, la Belle réussit à lever la malédiction de la Bête, donc la Bête redevient un prince. Ils se marient dans cette histoire et ils ont une fille qui s'appelle Isabelle, sauf que la pauvre Isabelle, elle a pris la malédiction de son père. Donc, quand elle est sous le coup d'une très forte émotion, elle se transforme en bête, qui ressemble à ça. Voilà. Et malheureusement, malgré sa gentillesse, malgré son côté aimable, malgré sa générosité, le peuple est terrifié par cette bête et refuse qu'elle soit un jour sur le trône. Donc la Belle et la Bête vont avoir un deuxième enfant, un petit garçon de 10 ans, le cadet d'Isabelle, qui lui a priori semble tout à fait normal. En tout cas, il n'a pas pris la malédiction de la bête et c'est lui qui sera amené à régner quand il sera plus âgé. Voilà, donc ça pose un petit peu les bases. En parallèle,
On ne sait pas qui, on ne sait pas trop comment, enfin on a un doute mais on n'a pas de preuves. Il y a quelqu'un qui essaye de faire un coup d'état, qui essaye de détrôner la Belle et la Bête, qui veut prendre le pouvoir. Voilà, et qui va essayer par de nombreux moyens de ramener la malédiction de la Bête, faire redevenir la Bête une bête. Je sais même plus quel est le prénom de la Bête. Je pense que dans les versions Disney et versions françaises, il s'appelle Adam, mais là dans cette histoire, je me souviens plus. Bref, la Bête, qui a un aspect humain, les ennemis essayent de le faire redevenir bête pour que le peuple se rende compte qu'il est dangereux et donc pour que la Belle et la Bête soient détrônées. Voilà, en gros, les bases de l'histoire. C'est plein de rebondissements, c'est super frais, c'est divertissant. J'avais vraiment besoin d'un truc comme ça au moment où j'ai lu. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ce que j'ai vraiment aimé dans cette histoire, c'est qu'on retrouve l'originalité et la richesse de l'univers de Tara Duncan. Alors avec plein de détails qui sont éparpillés partout, mais ça crée un contexte hyper riche, hyper imagé. Visuellement c'est fort. Donc ça j'ai vraiment aimé. Mais à côté de ça, Sophie Odomamiconian fait quelque chose de plus cadré, de plus posé. Et ça m'a plu, contrairement à Tara Duncan qui était beaucoup plus brouillon à mon goût. Voilà, donc vraiment une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Isabelle. C'est raconté à la troisième personne du singulier, mais il n'empêche qu'on s'attache quand même pas mal à cette jeune femme qui, voilà, est confrontée à ce problème d'identité, à cette quête de soi, qui a du mal à accepter la bête qui est en elle, qui a du mal à se trouver belle, à vivre comme elle est, et qui jalouse énormément son petit frère qui lui est normal. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage et je pense que c'est une belle lecture pour les adolescents et pour les jeunes adultes, ça passe très très bien. Alors j'ai eu la surprise de voir que dans les dernières pages, on avait un petit à suivre. Voilà. Ce qui fait que bah voilà, c'est un premier tome et je me suis lancée dans une nouvelle saga sans vraiment le savoir. Alors on a une fin plus ou moins banalisée, terminée, mais ça donne quand même envie d'avoir la suite, donc j'espère qu'elle sera écrite très vite, puisque j'ai vraiment bien aimé être dans cet univers et j'ai envie de savoir comment Isabelle, sa mère et les nouveaux amis de la jeune femme vont s'en sortir et vont sauver un petit peu la bête de sa malédiction. Vraiment une lecture très divertissante. À mon avis, pour cet été, ça peut être pas mal si vous avez l'occasion de le lire. Ensuite, j'ai encore changé d'univers puisque j'ai lu Nageur de rivière de Jim Harrison aux éditions J'ai lu. Donc là, c'est une réception grâce à une des dernières opérations mass critique de Babelio. C'est de la littérature contemporaine américaine, chose que je ne lis absolument jamais ou pratiquement. Littérature que je ne connais que très peu, mais justement, j'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'élargir un petit peu mes horizons, pas toujours rester dans l'imaginaire, même si je lis un petit peu tout. La plupart du temps, c'est vrai quand même que je lis, on va dire, 70% de littérature imaginaire. J'avais envie d'aller voir un petit peu ailleurs. Jim Harrison, c'est un auteur que je n'ai jamais lu, mais c'est un nom que je connaissais et que j'avais envie de découvrir. Donc je me suis lancée. Alors en fait, il s'agit d'un recueil de nouvelles, enfin recueil, il n'y a que 2 nouvelles, qui sont plus des novellas d'ailleurs, qui sont des, disons, entre la nouvelle et le roman. C'est une longue ce sont de longues nouvelles ou de très courts romans. Donc il y en a 2. La première s'appelle Au pays du sang pareil et la deuxième s'appelle Nageur de rivière, c'est celle qui a donné son nom au recueil. Alors, je suis un peu déçue. Je sors mitigée de cette lecture. Alors j'ai beaucoup aimé le style de l'auteur, de Jim Harrison, qui est connu pour être un écrivain qui écrit sur la nature. En anglais, ils appellent ça nature writing, voilà, donc écrire sur la nature, je crois qu'on traduit ça comme ça. J'ai bien aimé cet aspect-là, même si à mon goût c'est pas assez développé. Donc en gros, si vous voulez, l'auteur lie beaucoup ses héros à la nature, il fait des descriptions, et disons que les héros évoluent au rythme de la nature. Voilà, donc vous avez des descriptions d'oiseaux, de paysages, de bords de lacs, tout ça. Donc ça j'aime bien, contextuellement c'est très joli, c'est apaisant, tout ça. Ça m'a plu, même si en fait je m'attendais à plus. Finalement ça reste assez léger à mon goût.
Par contre, ce que j'ai moins aimé, ce que j'aime moins dans la littérature contemporaine en général, ce sont les personnages. Donc là, dans la première novella, on suit Clive qui est un historien d'art qui a la soixantaine et qui en fait a arrêté de peindre depuis 20 ans. Et il va passer un mois dans la ferme familiale chez sa mère, il va se remettre à la peinture et il va retrouver son premier amour, une jeune adolescente, enfin quand il était adolescent, maintenant l'adolescente a grandi évidemment, ils ont le même âge, qui vit encore à côté, qui est voisine. Voilà, et dans la deuxième novella, on suit Tad qui a lui 17 ans, qui est vraiment attaché à l'eau. Il nage tout le temps, c'est un excellent nageur et en fait il rêve de se déplacer comme ça. Il va de je ne sais plus quelle ville à Chicago par les lacs et les rivières. Voilà, il nage toute une nuit, même plusieurs nuits, même plusieurs jours je crois. Il se déplace comme ça et il souhaite que son avenir soit lié à cet élément aquatique. Voilà. Donc on va retrouver ces deux hommes à deux instants T de leur vie, deux moments charnières, au moment où ils doivent prendre des décisions importantes. Et en fait ces deux personnages, notamment le premier, sont très tournés sur eux-mêmes, très égocentriques, ils se regardent énormément le nombril. Et en fait ça m'ennuie vachement dans la littérature contemporaine. Alors je sais que les thèmes de la quête d'identité, la mort, la vie, l'amour, le sexe, tout ça, ce sont aussi des thèmes qu'on retrouve en littérature imaginaire, dans les thrillers, en jeunesse. Ça, il n'y a pas de souci sur ça. Mais je trouve que dans ces littératures-là, ces thèmes-là sont abordés de façon plus subtile, plus détournée, ce qui fait que les héros en paraissent moins égocentriques. Disons que ces thèmes passent derrière des intrigues un peu plus dynamiques. Ouais, on a des intrigues en fait. Que là, si vous voulez, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de quête, il n'y a pas de combat contre le bien et le mal. Voilà, il y a juste deux hommes qui sont dans leur quotidien, qui font des rencontres et qui doivent prendre des décisions importantes pour la suite. Ça m'ennuie, vraiment ça m'ennuie, j'arrive pas à m'attacher à ces personnages-là. Voilà, je suis vraiment désolée, je crois que la littérature contemporaine qu'on dit blanche n'est pas pour moi, je m'ennuie vraiment beaucoup. J'ai aucun point d'ancrage, j'ai aucune affinité avec les héros, alors que je vais au contraire parfaitement me reconnaître dans des héros ou héroïnes de fantasy par exemple, alors que le contexte est complètement autre, mais ils vont avoir des, des questionnements, des interrogations qui vont plus me parler que ces personnes-là dans l'Amérique actuelle. Voilà, c'est super bizarre, mais j'ai vraiment du mal avec la littérature contemporaine et j'en suis la première désolée. Comme j'ai du mal avec la littérature contemporaine, je me suis dit je vais me plonger dans un livre imaginaire pour continuer et pour retrouver un petit peu mes habitudes. Donc je me suis lancée dans le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, enfin Gulfstream éditeur. Donc ce premier tome, je l'ai acheté aux Imaginales il y a quelques semaines, moins de 2 mois, fin mai, parce que j'avais vu énormément d'avis positifs sur la blogosphère, que l'auteur est adorable. Voilà, donc en fait je me suis même pas trop attardée sur l'histoire, sur l'intrigue. J'ai vu le livre, j'ai eu tous les échos hyper positifs et l'auteur, voilà, en fait quand vous avez un auteur qui est super sympa, vous avez un peu plus facilement envie d'aller lire les livres et vous vous jetez presque les yeux fermés dans l'œuvre. Et là c'est le cas avec Cindy Van Wilder, je trouve. Elle donne envie de lire ses livres même si on sait presque pas de quoi ça parle. Donc je me suis vraiment lancée dans cette histoire sans savoir où je mettais les pieds. Et je trouve que c'est pas mal en fait, ça a été une découverte complète. Alors, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé et j'ai très très hâte d'avoir la suite qu'il faut que j'achète super rapidement. Je pense que dès que j'ai l'occasion de passer commande ou d'aller en librairie, je prendrai le deuxième tome et le troisième même, puisque c'est une trilogie qui est terminée, donc c'est en 3 tomes et c'est terminé et ça c'est cool. Alors ce premier tome qui s'appelle Les Héritiers, il faut savoir que ça reste quand même très introductif. Disons que ce premier tome relate le passé
des héritiers. Voilà, donc en fait, sur 300 pages, 350, on a l'histoire de ce qui s'est passé au Moyen-Âge, au début du XIIIe siècle, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1207. Ouais, 1206, 1207. Voilà. Donc, j'ai cru voir sur internet que certains avaient été surpris par cet aspect-là. En fait, ils s'attendaient à suivre vraiment l'histoire des héritiers, donc des jeunes personnes qui vivent à notre époque, dans notre contexte contemporain. Et en fait, non, je crois que 90% de l'histoire est vraiment tournée vers le Moyen-Âge, vers ces premières années du XIIIe siècle. Voilà, donc ne soyez pas surpris. On va voir les prémices de la malédiction, puisque ça parle de ça. En fait, c'est une malédiction dont sont affublés ces héritiers-là, donc c'est des jeunes gens comme vous et moi. Ils ont été maudits au Moyen-Âge. Enfin, en fait, leurs ancêtres ont été maudits au Moyen-Âge et la malédiction se transmet depuis de génération en génération. Voilà, donc en fait, ces héritiers, disons que en guise de cérémonie d'intronisation, ils ne savaient pas du tout qu'ils avaient une nature particulière avant un soir vraiment particulier, c'est le cas de le dire. Et en fait, ils vont presque subir un bizutage. Et dans ce bizutage, en fait, on les force à découvrir le passé de leurs ancêtres et donc à comprendre pourquoi cette malédiction, d'où elle vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, tout ça. Voilà, donc c'est l'histoire de la malédiction et je peux pas trop vous en dire, sinon je vous spoil et ça serait vraiment dommage. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans cette histoire, euh, certaines figures, certains personnages que j'aime beaucoup vont apparaître et vont vraiment être la clé de tout ça. Voilà, donc certains personnages vont vraiment être la clé de tout ça. Il s'agit des fées, des faées, des fées, mais pas les gentilles petites fées Disney avec des paillettes et des petites ailes et tout petits machins qui viennent vous volter là autour de la tête. Non, non, les fées, les vraies, celles qui n'ont pas de morale ou du moins ont leur morale à elles, donc elles ne connaissent pas notre conception du bien et du mal et en fait font ce qui les arrange. Donc ces figures-là vont apparaître d'une façon ou d'une autre dans l'histoire et vont être liées à cette malédiction, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai adoré cet aspect-là. Moi, en ce moment, enfin depuis quelques mois, j'aime beaucoup faire des lectures autour de ce peuple féerique pas sympa. Et ça me fait toujours super plaisir de les trouver dans mes lectures. Et là, ça a été une grosse surprise parce que je m'y attendais pas du tout. C'est bien écrit. Je trouve que c'est pas si jeunesse que ça en fait. Jolie description, on se croit bien dans le Moyen-Âge, belles images, beau moment, belle lecture. Vraiment, j'attends la suite puisque là on reste un peu sur notre faim quand même. Finalement, ce n'est que le commencement, tout commencera vraiment dans le deuxième et troisième tome, je pense, puisqu'on va vraiment s'attarder cette fois sur les héritiers. Et j'ai hâte d'en savoir plus évidemment. Ensuite, j'ai lu Jour de feu de René Barjavel aux éditions de Noël, collection Empreinte. Et en fait, je l'ai terminé juste avant de commencer de tourner cette vidéo, donc j'ai pas les idées encore très claires. J'aime bien habituellement prendre quelques heures, voire quelques jours pour réfléchir à ce que j'ai lu. D'ailleurs, c'est pour ça en fait que je rédige mes chroniques généralement avec pas mal de temps de retard. Bon, c'est aussi parce que je suis constamment en retard et que j'ai du mal à suivre le rythme, je lis plus vite que je chronique. Mais j'aime bien justement avoir plusieurs jours pour réfléchir. Ça me permet aussi comme ça de savoir si un livre m'a marqué ou pas. Quand je vois qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, j'ai plus aucun souvenir ou presque, c'est que finalement, même si j'ai bien aimé sur le coup, c'était pas un livre inoubliable. Au contraire, quand il y a des livres qui me restent en tête très longtemps après, que j'ai encore des détails, je me dis tiens, c'était un livre quand même qui... Alors parfois il peut ne pas m'avoir forcément bien plu, mais ça veut dire au moins que niveau style c'était quand même assez fort, en tout cas assez pour que je m'en imprègne. Donc là je viens de le terminer, c'est un petit peu dur pour moi de faire le point, mais je vais essayer. Donc Barjavel, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est vraiment un de mes auteurs préférés.
Je crois que j'ai La Nuit des Temps en 9 ou 10 exemplaires. J'ai les premières éditions. Jour de Feu, je l'ai dans la première édition de Noël, je crois justement, qui date, je ne sais pas quand, de 57. Donc ça remonte quand même pas mal. Mais là, j'étais super contente de voir que la maison d'édition le rééditait dans un petit format sympa en plus. C'était l'occasion pour moi de le découvrir, puisque c'est un des textes de Barjavel que je n'ai jamais lu. J'ai dû en lire déjà... J'en ai lu, ouais, j'en ai déjà lu, je crois, au moins une dizaine de textes de l'auteur. J'ai généralement toujours été très agréablement surprise par ce que j'ai lu. J'ai eu des énormes coups de cœur, certains que j'ai relus plusieurs fois et qui me font toujours un super effet et que j'ai toujours énormément de plaisir à lire et à relire. D'autres qui m'ont peut-être un peu moins embarqué mais qui m'ont quand même toujours intéressé, marqué. Là finalement c'est peut-être un de ceux qui m'auront le moins plu, un de ceux qui m'aura le moins plu. Bref, il est un petit peu en bas du podium, mais ça reste quand même du Barjavel, donc ça reste quand même hyper agréable à lire. Disons que c'est le thème qui me parle le moins. C'est pas de la science-fiction, c'est pas de l'anticipation. D'ailleurs, on nous le met en quatrième de couverture, on nous dit roman inclassable et fascinant, révèle un autre visage du maître du fantastique et de l'anticipation. C'est vrai que Barjavel est surtout connu pour l'anticipation, justement, La Nuit des Temps, Ravage, etc. Ou pour ses romans plus merveilleux comme Les Dames à la licorne et L'Enchanteur. Et là, c'est un inclassable, un truc hyper bizarre. En fait, si vous voulez, c'est une transposition dans notre XXe siècle à Collioure des scènes de la Passion du Christ, donc qui se déroule à Jérusalem. Voilà, donc on va nous parler, on va faire venir à nous une histoire un peu intemporelle, l'histoire de Jésus et des scènes de la Passion du Christ, donc son arrestation sur le mont des Oliviers, la traîtrise de Judas avec... en fait, si vous voulez, moi j'ai pas communié, je savais même pas ce que c'était une annonciation avant d'arriver en fac en histoire de l'art. J'ai appris toute l'histoire, enfin toute l'histoire, j'ai fait connaissance avec certains passages bibliques grâce à mes cours d'histoire de l'art, puisque évidemment en peinture, notamment à la Renaissance, les scènes bibliques avaient énormément de succès. Et donc j'ai été face à des scènes que je ne connaissais pas du tout et il y a des images très marquantes. Donc je vous dis ça parce que justement pour la trahison de Judas dans les tableaux on le reconnaît surtout avec la bourse pleine d'or puisqu'il a été payé voilà, pour trahir Jésus. On a Pierre et le chant du coq. Voilà, donc dans les tableaux on voit souvent Pierre avec un coq. Voilà, donc ces scènes-là qui sont transposées au XXe siècle à Collioure, et surtout et notamment tout ce qui se passe avec Barabbas. Donc Barabbas que je ne connaissais absolument pas. Là pour le coup, on n'en a jamais parlé en cours. Donc Barabbas, a priori, c'était un brigand, et en fait, Ponce Pilate, lors du jugement de Jésus, a mis les deux hommes, donc Barabbas et Jésus, devant la foule, et il a demandé à la foule qui voulez-vous sauver, Barabbas ou Jésus. Et la foule a scandé libérez Barabbas. Attendez, je sais déjà plus. Oui, libérez Barabbas. Voilà. Donc finalement c'est le brigand qui a été sauvé et Jésus qui a été crucifié. Voilà, les scènes de crucifixion sont assez connues également. Dans les peintures, on les voit assez régulièrement. C'est vraiment une transposition de certaines scènes de la Passion du Christ. Le thème est intéressant, mais je pense que j'aurais encore plus apprécié le côté un peu ironique de Barjavel et le côté transposition qui m'a fait penser à plusieurs moments au film Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann qui justement transpose la pièce de Shakespeare dans un contexte pas de brigands, de mafieux un peu, où ça se tire dessus sans arrêt. Et ben là c'est un petit peu ça, hein. Vous avez les mitraillettes, les armes, vraiment une transposition moderne. Voilà, donc je pense que j'aurais plus apprécié l'ironie de Barjavel et tous les petits clins d'œil si j'étais
plus connaisseuse de l'histoire biblique à la base. J'ai vraiment que quelques notions grâce à mes cours d'histoire de l'art, mais ça s'arrête là. Donc j'ai un petit peu senti l'ironie de temps en temps, mais Barjavel est assez friand de ça dans ses ouvrages, c'est assez récurrent. Mais voilà, je pense qu'il m'a manqué un petit quelque chose pour vraiment en profiter. Bon, une belle découverte de Barjavel, mais qui restera pas dans mon esprit comme a pu le faire La Nuit des Temps, ou Les Dames à la licorne, ou L'Enchanteur, ou Ravage par exemple, voilà, qui sont vraiment très très forts et qui m'ont plus parlé, disons. Voilà. Juste pour terminer, a priori ce livre au départ c'était un scénario de film qui aurait dû être fait dans les années 50 et bah, ça n'a pas été fait finalement. Voilà, mais Barjavel nous l'explique dans les 30 premières pages. En fait, c'est des extraits de son roman qui s'appelle Journal d'un homme simple, dans lequel il parle justement de ce tournage avorté, malheureusement. Et je trouve qu'on sent pas mal en fait le côté film. Jour de Feu finalement a été édité, pas sous sa forme de scénario, hein, Barjavel l'a remanié pour en faire un roman, mais je trouve qu'on sent vraiment le côté visuel et le côté scénario de film à la base. Je vous présente pas deux BD que j'ai lues également, je ne peux pas vous les montrer puisque ce sont des emprunts de la bibliothèque. Je vais juste vous dire que j'ai lu La Survie de l'espèce aux éditions Futuropolis, je vous mettrai une petite image ici pour que vous ayez un petit visuel, et j'ai également lu Niki de Saint-Phal aux éditions Casterman, pareil je vous mettrai une petite image là. Je ne vous en parle pas en vidéo, je ferai un article coin des BD assez rapidement puisque j'en ai au moins 6 ou 7 à vous présenter, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'en ai lu quand même quelques-unes, donc j'essaierai de vous faire un article récapitulatif assez rapidement. Dans ces articles là je parle assez brièvement des BD, en même temps j'ai jamais beaucoup de choses à dire, en tout cas jamais assez pour que chaque BD ait un article à elle toute seule, donc je préfère rassembler. Voilà, j'essaie de faire ça très rapidement, je ne sais pas quand, mais ça ne saurait tarder. J'ai également lu 3 albums, 3 magnifiques albums que je vous montre ici très rapidement. Donc Heure Bleue d'Isabelle Simler. Celui-là il est dans ce sens-là. Fanfan de Marie Cellier et Iris Fossier. Et Fadoli de Marie-France Chevron Zérolo et Mathilde Magnan, tous les 3 aux éditions courtes et longues, maison d'édition qui m'a contactée il y a quelques semaines pour savoir si j'étais intéressée, et quand j'ai vu le catalogue j'ai peiné à faire mon choix. Je devais m'arrêter à 3 albums et c'était tous magnifiques, donc j'ai pris ces 3 là. Je suis à fond sur la couleur bleue a priori en ce moment. Et je regrette pas, c'est vraiment des albums magnifiques. Si je vous en parle pas longuement aujourd'hui, c'est parce que je dois faire une vidéo consacrée uniquement à ces 3 albums. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Donc je vous en parlerai plus à ce moment-là. Et je ferai également un article coin des albums sur le blog pour vous en parler plus en détail. Mais vraiment, je peux d'ores et déjà vous dire que ces 3 albums sont magnifiques et je vous invite très 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 fortement à aller voir sur le site de la maison d'édition, donc les éditions courtes et longues, pour voir leur catalogue. Les albums sont magnifiques. Voilà, je terminerai juste en vous montrant le livre que j'ai envie de commencer dans la journée, j'espère que j'aurai l'occasion. Il s'agit du premier tome de Il était une fois de Héloïsa James aux éditions J'ai lu pour elle. C'est un aventure et passion, c'est l'été, c'est le moment de lire ça. Ce premier tome s'appelle Au 12e coup de minuit. En fait ce sont des réécritures de contes de fées et là a priori je crois pas me tromper en disant que ça va parler de Cendrillon. J'ai déjà lu le 4e ou 5e tome de cette série qui parlait de réponse, je crois. C'était une réécriture de réponse. Pour le coup, j'avais été assez déçue sur le côté réécriture parce que j'avais vraiment rien trouvé de réponse quasiment. À part le fait que la demoiselle était dans une tour, enfermée dans une tour. Voilà, et encore très très loin dans l'intrigue, hein, vraiment sur la dernière page. Donc le côté réécriture de contes de fées m'avait déçue, et côté romance historique j'avais pas non plus été hyper emballée, mais en même temps je crois que ceux qui me connaissent un peu savent que côté romance historique je suis assez rarement emballée. Là j'espère que la réécriture de Cendrillon sera sympa et que le côté romance historique me plaira. Je sais pas à quelle époque ça se passe. Bon, voilà. J'ai envie d'un truc léger, d'un truc frais.
Donc j'espère que je vais pas trop lever les yeux au ciel, ce qui m'arrive assez régulièrement pour ces romances historiques. Je vous dirai ça. Je m'arrête là, c'est déjà bien assez long. J'espère pouvoir tourner une, voire deux vidéos assez rapidement. Peut-être cet après-midi si je suis si je suis hyper motivée. Mais dans tous les cas, vous n'aurez pas les deux vidéos aujourd'hui puisque les montages c'est quand même assez long. Et puis ensuite pour charger sur YouTube, tout ça. Donc aujourd'hui je vais poster la vidéo point lecture que je viens de vous tourner, que vous venez de regarder, si vous avez le courage d'arriver jusqu'au bout. Si j'ai le courage, cet après-midi je tournerai une autre vidéo et vous l'aurez en fin de semaine, sinon ça attendra ce week-end, peut-être que j'aurai le temps. Donc j'aimerais bien tourner un book haul pour le mois de juin, puisque j'ai quand même reçu pas mal de choses et j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il faudrait quand même que je pense à le faire puisqu'on est déjà le 14 juillet, donc ça commence à urger un petit peu. Et puis évidemment je vous ferai la vidéo pour vous présenter les 3 albums des éditions courtes et longues. Voilà, donc ce sont les 2 prochaines vidéos qui risquent d'arriver incessamment sous peu sur la chaîne. Si vous avez une préférence dans l'ordre de tournage, dites-le moi. Est-ce que vous préférez le book haul ou est-ce que vous préférez la vidéo sur les albums? Dans tous les cas elles arriveront, mais c'est juste pour savoir laquelle je privilégie en premier. Voilà, je vous souhaite un très bon jour férié. Je vous souhaite également une très bonne semaine et de très très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in